Bonjour à tous, vous regardez le Best of de France 24, l'émission qui vous livre les meilleurs reportages tournés par nos correspondants à travers le monde. Dans cette édition, nous irons au Royaume-Uni où les couples homosexuels espèrent que le mariage gay sera légal d'ici 2015. En Espagne, ceux qui sont dans l'incapacité de payer leur loyer peuvent être expulsés en moins de 10 jours. Une nouvelle mesure drastique en temps de crise économique et des chiens renifleurs font la chasse aux fraudeurs dans les aéroports italiens. Nous verrons comment avec notre correspondante à Rome. Mais d'abord, en Indonésie, c'était la pire attaque terroriste dans l'histoire du pays. 12 octobre 2002, 2 bombes explosent à Bali, dans le quartier touristique de Kuta. Plus de 200 personnes sont tuées, la plupart des vacanciers. Jemaah Islamiyah, un groupe proche d'Al-Qaïda, était derrière les attaques. Et si le réseau terroriste est aujourd'hui affaibli, certains analystes craignent qu'une nouvelle génération reprenne le flambeau. Reportage signé Anne-Fleur de Lestre. L'odeur de chair brûlée, les cadavres à même le sol, les secours débordés, les hôpitaux saturés. Il y a 10 ans, en quelques secondes, le paradis touristique de Bali est devenu un enfer. Phil était venu d'Australie fêter la fin d'année avec son équipe de football. La nuit du 12 octobre, son destin de footballeur professionnel s'est arrêté net. Je me revois sur la piste de danse, je regardais mes copains tout sourire et puis à la minute d'après ils étaient partis. Il y a eu une énorme explosion et voilà, ça a changé ma vie pour toujours. J'ai été projeté en arrière, ça m'a pris une éternité pour sortir du Sari Club. Il y avait du feu partout, j'ai été brûlé à 60% sur tout le corps, mes dents ont été réduites en bouillie. Et vous savez, c'était absolument un cauchemar, c'était comme un film d'horreur. La bombe qui explose dans le club fait 202 morts, autant de blessés. L'Indonésie découvre le terrorisme sur son sol. Difficile d'imaginer qu'un jour, ses rues, ses plages et ses bars aient été déserts. Pendant plusieurs années, après l'attentat, les touristes ne sont pas revenus, un cauchemar que les Balinais et les vacanciers d'aujourd'hui essayent d'oublier. Pour David, Bali n'a jamais été un lieu de vacances. Il y est venu pour la première fois en 2002. C'était pour identifier le cadavre de son père. C'est difficile de se retourner, de regarder tous ces noms. Et c'est atroce de regarder de l'autre côté. Juste là où ça s'est passé, juste de l'autre côté de la route. Ça me brise le cœur. Depuis, l'Indonésie a été priée d'éradiquer le terrorisme. À coups de dollars et de grands renforts venus d'Australie et des États-Unis, un détachement spécial est chargé de traquer les islamistes radicaux. Des centaines de fondamentalistes sont arrêtés et jugés. D'autres sont tués au cours d'opérations choc. L'Indonésie doit faire vite. En 2005 puis en 2009, d'autres bombes explosent à Bali puis à Jakarta, touchant encore une fois les cibles étrangères. Quelques années plus tard, le contre-terrorisme vient à bout de la Jemaah Islamiyah, la branche asiatique d'Al-Qaïda. De grands procès jugent leur leader, Abu Bakr Bashir, puis cette année, Omar Patek, le cerveau des attentats de 2002. Notre détachement 88, c'est un vrai succès. Depuis ces 10 dernières années, nos forces spéciales ont arrêté plus de 550 hommes suspectés de terrorisme et nos activités de services secrets nous permettent encore aujourd'hui de mieux comprendre les motivations et les modes d'action des groupes terroristes de notre pays. Pourtant, la menace existe toujours en Indonésie. Les anciens réseaux ont été démantelés, mais les terroristes recrutent encore et c'est en prison qu'ils se réorganisent souvent. Il y a aujourd'hui de petites cellules qui veulent organiser de gros attentats, mais on a vu récemment qu'ils n'avaient pas le professionnalisme des terroristes de Bali en 2002 et ils n'ont pour l'instant pas été capables d'assembler une bombe correctement. Rien qu'en mars dernier, 5 suspects ont été tués à Bali dans un raid du Detachment 88. Ils prévoyaient un attentat, là encore en plein cœur du paradis des touristes. Et il y a tout juste 2 jours, un complot terroriste a été démantelé. Leur cible, les personnalités politiques et les familles de victimes venues commémorer les 10 ans de l'attentat. Hétéro ou homo, le mariage, c'est pour tout le monde. Voilà le slogan d'une campagne pro-mariage gay au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique, lui, a promis de légaliser les unions homosexuelles d'ici la prochaine élection en 2015. Problème, la population est divisée à tel point que le Premier ministre David Cameron risque de perdre des électeurs. Alex Bell, Young Team. Dans les moindres détails, ils ont voulu que cette cérémonie ressemble à un mariage. Mais l'union de Frank et Camilo porte un autre nom. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici pour assister à la formation d'un partenariat civil entre Frank et Camilo. Par cette signature, ils reçoivent les mêmes droits et devoirs qu'un couple hétérosexuel marié. Mais la différence d'union reste une frustration.
Personnellement, j'aurais préféré un mariage si cela avait été possible. N'importe quel couple voulant faire cet acte public d'engagement l'un envers l'autre devrait être autorisé à se marier. Donc oui, en ce sens, c'est injuste. Cette différence, le gouvernement britannique compte l'abolir. Le Premier ministre conservateur s'est engagé à légaliser le mariage homosexuel. Mais alors que la conférence du Parti conservateur se tient à Birmingham, les défenseurs du mariage traditionnel font entendre leur opposition. Tous, nous voulons que David Cameron le sache. Le mariage est entre un homme et une femme, c'est important pour nous et il ne doit pas y toucher. Une opposition telle qu'elle pourrait coûter des électeurs au Parti conservateur. J'ai voté pour David Cameron aux dernières élections, mais ça ne sera plus le cas aux prochaines s'il n'abandonne pas totalement ce projet. Jusqu'à 32% d'électeurs conservateurs pourraient ne plus voter pour le parti. Dans sa circonscription du nord de Londres, ce député contre le mariage gay craint même de ne pas pouvoir renouveler son mandat. Beaucoup de mes électeurs me disent qu'ils admirent ma prise de position, mais parce que le gouvernement veut introduire le mariage gay, ils vont me punir comme député pour les actes de mon gouvernement. Et dans ma circonscription, je sais que chaque vote compte. De retour à Birmingham, d'autres conservateurs se félicitent, eux, de voir leur parti soutenir le mariage gay. C'est difficile à accepter pour certains de mes collègues et ces gens dont les opinions religieuses sont sincères. Mais je pense que cela fait partie d'un projet à long terme de modernisation du parti afin que tous les Britanniques réalisent que nous nous intéressons à eux, à savoir qu'ils sont bien traités dans l'égalité et le respect. Selon un sondage paru en juillet, 7 Britanniques sur 10 seraient en faveur de cette proposition. Si c'est le cas, les conservateurs ont peut-être tout à y gagner. Expulsion express. Vous croulez sous les dettes, vous êtes au chômage et vous ne pouvez plus payer votre loyer. Eh bien, en Espagne, le gouvernement vient d'approuver une nouvelle mesure. Les locataires aux poches vides peuvent être expulsés en moins de 10 jours. Un scandale pour la plupart des Espagnols touchés de plein fouet par la crise économique. Enquête signée Adeline Percept. 7h30 du matin, dans un quartier populaire de Madrid, quelques manifestants de l'association Stop aux expulsions sont rassemblés au bas d'un immeuble. Dans 1 heure, les huissiers doivent expulser Alejandra et Akram. Ce couple de locataires est au chômage depuis 1 an. Ils doivent 7 mois de loyer, 2 500 € à leur propriétaire. Qu'on nous jette d'ici parce que nous ne pouvons plus payer, ça me paraît tout à fait logique. Le propriétaire est dans son droit. Mais on veut que l'État nous donne une autre option que la rue, surtout avec notre petit garçon, et quand on sait qu'il y a 50 000 logements vides à Madrid. Alejandra et Akram disent avoir été pris dans l'engrenage du surendettement. L'angoisse monte lorsque les huissiers font leur apparition dans la rue. Je suis nerveuse et j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer, s'ils vont finir par nous donner un peu de temps ou si on est dans la rue là. En Espagne, 300 000 familles ont été expulsées de leur logement depuis le début de la crise. Et la nouvelle mesure de l'expulsion express, l'expulsion en 10 jours voulue par le gouvernement, a du mal à passer chez ces manifestants. Si tu ne sais pas faire de recours en justice, si tu ne peux pas te payer d'avocat, alors en 10 jours, ils peuvent te jeter dehors. C'est inadmissible. Dans l'appartement, la commission d'expulsion arrive. Un accord a été trouvé. L'avocate de l'association de soutien aux Gilets roses explique à Alejandra qu'ils ont un délai de 15 jours pour vider les lieux. Elle pleure de soulagement. Notre caméra ne pourra pas filmer la suite des discussions. De son côté, le gouvernement argumente que l'expulsion express permettrait de relancer l'immobilier. Ici, le taux de location est bas, seulement 17% du parc immobilier. Selon cette avocate, les propriétaires sont souvent réticents à louer, les expulsions de mauvais payeurs étant très lentes jusqu'à présent. Nous avons beaucoup de clients qui nous disent « je ne veux plus jamais relouer mon appartement ». Ce sont souvent des petits propriétaires qui ont voulu s'acheter un appartement pour investir. Ils mettent leur appartement en location et eux-mêmes, ils ont un emprunt à rembourser tous les mois. C'est le cas de Gloria qui a investi pendant les années de croissance. L'objectif était de louer cette petite maison, le loyer remboursant son hypothèque. En 3 ans d'occupation de ce logement, je n'ai perçu qu'1 mois de loyer. Et les locataires ont tout détruit.
Je ne suis pas dans une mauvaise situation économique. Ma situation est bien pire. Je ne peux pas payer l'hypothèque correctement. Je ne suis pas à jour. Gloria est maintenant au chômage. Son mari, qui tient une petite entreprise de nettoyage, rapporte 1 300 € par mois, insuffisant pour faire face aux 1 500 € de crédit mensuel. La banque me dit de payer l'hypothèque, sinon je vais avoir des problèmes. En fait, la prochaine à être expulsée, ce sera moi. 4 ans après l'explosion de la bulle immobilière, Gloria ne peut ni vendre ni relouer à un prix qui couvrirait l'hypothèque. Et chaque mois qui passe l'enfonce un peu plus dans le surendettement. Et enfin, gare aux fraudeurs italiens. Dans les aéroports, les autorités se sont armées de chiens renifleurs, capables de détecter des liasses de billets cachés dans des valises, des sous-vêtements ou encore dans des œufs de Pâques. Leur mission, mettre un terme à l'évasion fiscale. Tristan Dessert. Dans la lutte contre l'évasion fiscale, voici l'un des meilleurs agents d'Italie. Zeba, une femelle labrador âgée de 2 ans, membre de la brigade Cash Dog. Sa mission, traquer les exportations illégales de devises. Biglietto per favore. Ticket please. Son arme, un odorat entraîné à repérer l'odeur de l'argent. Voilà, elle nous signale la présence du billet de banque dans cette poche. On va juste aller vérifier que la somme est inférieure à la limite légale pour être considérée comme de l'exportation. Pour ce voyageur, tout est en règle, il n'a sur lui que quelques billets. Mais les sommes supérieures à 10 000 € qui sortent du territoire italien doivent être déclarées et sont soumises à une taxe. Pour y échapper, certains déploient des trésors d'imagination. Une fois, on a trouvé de l'argent caché à l'intérieur d'œufs en chocolat. Des gens les avaient ouverts, remplis de billets et enfermés comme si de rien n'était. Il y a aussi les astuces plus classiques dans les doublures des vestes, les doubles fonds des valises. En 1 an d'activité à l'aéroport de Naples, Zeba a ainsi découvert plus de 500 000 € destinés à quitter l'Italie clandestinement. Avec la crise, le gouvernement mène une bataille féroce contre l'évasion fiscale. Les contrôles ont été renforcés et les saisies ont augmenté de 78% en 2012. On a renforcé notre surveillance parce qu'il y a des gens qui tentent d'exporter de l'argent vers des territoires où il y a moins de contrôle et où la fiscalité est plus avantageuse. Les transferts bancaires sont surveillés, alors les fraudeurs ont recours aux bonnes vieilles méthodes. Valises de billets, bijoux, pierres précieuses, lingots d'or, comme le 11 septembre dernier dans le port de Naples. Lors d'un contrôle de routine, la garde financière découvre 400 kg d'argent et 20 kg d'or cachés dans 2 voitures. Valeur totale, 1 220 000 €. On a dû tout saisir, parce qu'il n'y avait aucun document pour déterminer la provenance des lingots. C'est une belle prise. On n'en fait pas souvent des comme ça. Une belle prise, mais qui reste une goutte d'eau dans un océan. On estime que la fraude coûte chaque année 120 milliards € à l'Italie, l'équivalent de 6% de la dette totale du pays. Voilà, c'est la fin du best-of. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec tout plein d'autres reportages inédits sur France 24, bien sûr.